ça doit faire une dizaine d'années qu'il y a un groupe très engagé de personnes qui ont voulu mettre en valeur le patrimoine et dans le même temps rassembler énormément de gens afin d'illustrer des épisodes majeurs de l'histoire romaine au travers de l'histoire régionale et notamment nîmoise. Donc nous sommes en 2022 et ce spectacle sera une commémoration, sera un anniversaire de 1900 ans, puisque on le sait par les sources, en 122 après Jésus-Christ, l'empereur Hadrien, donc un empereur qui règne sur un empire gigantesque, vient à Nîmes, visite la ville de Nîmes, offre des jeux, et il a une raison particulière à ça, d'abord parce qu'il revient de Bretagne, là où il a construit le mur d'Hadrien qui existe encore, d'où la thématique, mais il vient aussi pour célébrer sa mère adoptive, la femme de l'empereur précédent, qui l'a mis sur le trône, on peut dire. C'est l'impératrice Plotine. Plotine, c'est une Nîmoise. Et donc, cette personnalité, cette aristocrate gallo-romaine, a eu un rôle important dans l'histoire de l'Empire. Nous sommes vraiment dans la référence historique et puis ce qu'on appelle un peu dans l'archéologiquement compatible. Nous sommes vraiment avec des troupes qui représentent leur légion de la bonne époque et puis avec leurs tenues qui sont réellement historiques. On n'est pas dans le déguisement, on est réellement dans le costume. Et puis on travaille avec donc Éric Tessier, Éric Dars, qui sont des professeurs d'histoire et qui ont une grande connaissance de l'Antiquité et qui nous aiguillent sur toutes les questions qu'on se pose et tout le bien fondé des thématiques que nous abordons tous les ans. Legio prima, a sinistra. Legio seconda, a destra. Milites, procedite. Consistite. Gladius, stringite. Procivitates, nemosensis et narbonensis. Milites, salve! 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 Gladius, recondite. Il faut qu'on ait une forme de crédibilité historique, il faut que le public s'y retrouve dans l'histoire, qui se situe, qui sache qu'il est à l'Antiquité en voyant les décors. Là, par exemple, le mur d'Hadrien, il est en Écosse, donc on voulait représenter un peu de la pierre noire, de la pierre volcanique, parce que c'est ça qui permet de se situer directement en Écosse. Si on fait quelque chose qui va se situer en Égypte, comme ça va être le cas pour le mois d'août par exemple, là on va plutôt utiliser de la pierre de taille. On va plutôt partir sur des ocres, on va plutôt partir sur la pierre qu'on s'attend à voir en fonction de l'endroit géographique où on se situe. On travaille déjà avec des historiens, donc la relation est assez facilitée, c'est-à-dire que dès qu'on a une idée de décor, je leur demande des images de référence et à partir de ces images de référence, nous on les interprète pour faire en sorte qu'on puisse réaliser des décors avec une particularité, c'est qu'on doit les mettre et les enlever. C'est pas une déco de magasin, c'est vraiment des décors de spectacle au service d'une mise en scène. Le principe des décors qu'on fait, c'est toujours un peu le même, c'est-à-dire qu'on commence par faire une structure mécano-soudée. Ensuite, on va la plaquer par exemple en bois et après on va faire un matiérage, par exemple de la fausse pierre pour le mur d'Hadrien. Là, c'est du polystyrène qui enduit, des fausses colonnes, ou alors ça peut être simplement de la croûte de pin, c'est-à-dire c'est de l'écorce d'arbre pour les parties qui vont plus être le fort romain ou les forts des légionnaires. On est contraint par l'entrée, ce qu'on appelle le toril, qui a une certaine hauteur, et dans les arènes ça ne pardonne pas, il faut qu'on fasse grand. Donc voilà, on adapte les mécanismes pour faire en sorte que les choses puissent se relever à l'intérieur des arènes. Après, le bateau là qu'on est en train de construire, donc c'est la barque de Charon. Charon, c'est celui qui faisait passer les morts, qui leur faisait passer le fleuve Styx, donc le fleuve des morts. Donc oui, là c'est motorisé parce qu'il faut qu'on ait l'impression que la barque avance toute seule.
Il faut que ça ait un côté magique. On met un peu de mythologie en fait dans ce spectacle. Oh, Hadès, maître des enfers! Les psychopathes ont hâte de transporter de nouvelles âmes dans ton royaume! Charon, allons les chercher avec ta barque. Les lémures les guideront au-delà du Styx. Et là, un des problèmes qui se pose pour le metteur en scène, c'est de dire quand j'ai une bataille, quand j'ai des morts qui sont sur la piste, comment les faire relever sans que ça soit ridicule. C'est-à-dire si on dit bon allez les gars on se relève, on repart, donc ça casse un peu le mythe. D'où l'idée de ce qu'on appelle un peu entre nous le Walking Dead, c'est-à-dire les morts qui marchent, c'est de faire intervenir des dieux, et chose évidemment qui était fondamentale dans le théâtre de l'Antiquité. Là on fait venir Charon, celui qui fait passer les âmes de l'autre côté dans les enfers. On a Hadès qui est le dieu des morts, et donc c'est avec leurs lémures, c'est-à-dire des fantômes, qui viennent donc et qui, avec des voiles noirs, symbolisent le passage de ces morts vers les enfers. Donc ça fait partie de la scénographie, on est tout à fait dans l'esprit antique, et ça casse pas donc le rythme de la composition, de la mise en scène, et c'est seulement à la fin, à la bataille finale, où là on revient, on peut dire, en 2022, et là que les morts se relèvent et on salue le public. Mais c'est un élément important, cette barque d'Hadès, de cette histoire. Alors les volumes des décors sont phénoménaux, c'est-à-dire qu'on a 15 semi-remorques, les décors sont construits dans les locaux d'une compagnie de spectacle, c'est PPP, la compagnie de Yann Guerrero, et il a fallu 15 semi-remorques pour les amener de Quissac, là où ils sont construits, jusqu'aux arènes de Nîmes. Donc c'est vraiment aussi un problème de logistique, de stationnement, donc tous ces décors sont stationnés en dehors du spectacle autour des arènes. On a des décors assez énormes, gigantesques, qui sont à l'image d'ailleurs de la montée en puissance de cet événement. On a une spina construite par donc Yann et son équipe. Cette spina est en fait, si vous voulez, la colonne vertébrale que l'on retrouve dans un hippodrome, qu'on va donc mettre ici dans un amphithéâtre. À l'origine, ça n'a pas lieu d'être, mais comme on va faire une équirria, eh bien on va symboliser cette équirria avec la présence de cette spina qui est magnifique, avec deux obélisques, avec des colonnes, vraiment quelque chose d'assez imposant. Et surtout, ce qui a été important cette année, c'est la modularité, c'est-à-dire que cette spina va se transformer en temple, qui va lui-même plus tard se transformer en sénat, en curie, et après une partie se transformer en rempart du mur d'Adrien. Donc on a des décors qui sont imposants, qui vont, je pense, en mettre plein la vue, mais qui ont en plus le double avantage d'être modulables et donc beaucoup plus pratiques. Cette année, on va avoir deux grosses cascades avec les chevaux, enfin deux grosses phases de cascade. On va avoir en premier l'Equirria, c'est le palio de Sienne, c'est la même chose. En fait, c'est une course équestre avec 3 équipes. Chaque équipe représente un quartier de Nîmes, donc 3 couleurs. On aura les rouges, les blancs et les verts. Et en fait, la finalité de cette course-là, ce sera que bien sûr, un des quartiers gagne. Donc la finalité, la fin de la course n'est pas écrite, mais les cascades pendant les tours sont écrites. Donc il y aura de la voltige équestre. Et ensuite, la deuxième phase de combat qu'on aura à cheval, c'est une traversée de ligne romaine par la cavalerie picte. Voilà. Donc là, il y aura des mecs qui vont s'envoler dans tous les sens, ça risque d'être assez rigolo. Après, au niveau cascade à pied, c'est-à-dire cascade de combat, des choses comme ça, on aura des chutes de hauteur, par exemple, qui chuteront du mur, d'une tour, des choses comme ça. Donc ça, c'est les cascadeurs qui le feront. On a du combat chorégraphié, bien sûr, pour les acteurs principaux, mais aussi pour les cascadeurs qui interviendront. Et après, on a des assauts du fort qui se feront à la perche, à l'échelle. Pour la recherche historique sur les cascades, nous on travaille déjà de base avec Éric Tessier et Éric Dars,
qui sont à la fois le scénariste et le préico, enfin le présentateur du spectacle, qui sont justement historiens. Et après, dans l'équipe avec qui je travaille, il y a Émeric Delattre. Et en fait, c'est la personne avec qui j'écris toutes les chorégraphies, avec qui je travaille le plus sur les spectacles. Et en fait, lui est spécialisé en combat historique. Donc en fait, à chaque fois qu'on a une recherche là-dessus, c'est lui qui va faire cette recherche. Et à deux, on va unir nos savoirs et nos savoir-faire afin que ça colle à la fois au niveau cascade et sécurité, mais aussi au niveau historique et qu'on ait un rendu qui soit cohérent. Bien sûr le décor, il y a bien sûr l'histoire, mais il y a aussi les costumes que portent les différents acteurs qui participent justement donc à cet événement Adrien et la guerre des Pictes. Alors il y a des costumes qui sont faits donc, par une costumière, par une professionnelle, qui s'appuie sur des sources, donc justement en relation avec moi et puis aussi avec Éric Tessier, et sur la validité de ces sources et sur ce qui est faisable, parce qu'il y a aussi à un moment donné, vu la masse et vu le temps pour le faire, et bien évidemment on ne peut pas tout. On essaie de s'approcher de la vérité. Notre objectif, c'est s'approcher au plus de la vérité et de la réalité historique. À partir du moment où on me donne les personnages sur lesquels je dois travailler, je me fais une banque d'images, je fais les recherches historiques, iconographiques, etc. En respectant donc les codes couleurs de l'époque et les matières également. Donc évidemment, principalement en matière naturelle. Lin, coton, pour les barbares, évidemment de cuir, les peaux de bête. Ensuite, moi je travaille par croquis. Donc j'ai proposé des croquis qui ensuite ont été validés par Éric Tessier et Yann Guerrero. La touche en fait que moi je peux apporter au travail de la costumière, c'est surtout des retours d'expérience quand j'évolue sur scène avec le costume, ce qui est le cas aujourd'hui. Du coup j'ai pas mal de retours à lui faire. Pas d'un point de vue esthétique. Ça c'est chacun fait ce qu'il a à faire et elle le fait très bien en plus. Donc j'ai rien à lui dire là-dessus. Mais c'est plus sur comment faire pour qu'une pièce du costume tienne mieux par rapport aux différentes actions que je dois mener ou scènes que je dois jouer. Donc il y a ce travail-là, et puis après il y a le travail des reconstituteurs eux-mêmes. C'est un travail de longue haleine, souvent certains mettent 2, 3, 4, 10 ans à constituer leur panoplie, et il y en a pour de l'investissement sueur en temps, mais aussi de l'investissement monétaire et financier, parce qu'il y a des glaives, et la fabrication des glaives, si on veut un vrai glaive, ça peut monter dans des prix absolument astronomiques, de 4 à 5 000 euros, si on en veut un véritable. Après, bien évidemment, il y a beaucoup moins cher, et qui rend suffisamment, qui passe pour suffisamment beau pour le public et de loin. Mais les reconstituteurs sont des gens passionnés, donc ils veulent avoir le produit parfait. Et donc certains en ont pour une fortune sur eux.
c'est qu'une partie que je porte là. Ma tunique est faite même, bien sûr, avec des tissus en lin les plus anciens possibles qu'on puisse trouver sur les marchés. Mes bijoux sont faits par des artisans, on va dire joailliers. Et ma Subaramalis que je porte là, c'est de la peau c'est du cuir, quoi. C'est une peau qui est tannée, qui a été faite par un ami qui est reconstituteur aussi et qui travaille très bien le cuir. On a des répétitions qui se font de plus en plus régulières, plus on approche du spectacle, où on répète scène par scène ce qu'il faut faire. Ça reprend le genre de choses qu'on ferait dans d'autres représentations pour ce qui est des formations basiques, pour ce qui est du genre d'ordre qu'on entend, mais c'est à beaucoup plus grande échelle. C'est avec, j'ai envie de dire, plus de dynamisme parce qu'il y a plus de poids sur nos épaules. Et ensuite, il y a les scènes plus particulières au spectacle. Là, en l'occurrence, avec le fort qu'on doit monter et ensuite défendre. Dans des scènes donc où on sait à peu près ce qu'il va se passer à l'avance, mais pour ce qui est du combat en soi, c'est du vrai combat. On ne sait pas qui va nous attaquer ou comment. Et donc ça rend le spectacle très très vivant de notre point de vue, puisque les choses peuvent varier énormément dans ce petit microcosme entre la répétition et la réalité. Nous possédons des glaives courts, larges, qui nous servaient pour les estocades, c'est-à-dire nous plantions, on tournait un quart de tour et on retirait. Et le légionnaire avançait. C'était une machine de guerre, donc c'était des lignes, ils plantaient, ils tournaient, ils retiraient le glaive et ils avançaient. Souvent, on coupait les tendons, les jarrets, ou on tapait dans les artères fémorales pour qu'il y ait des hémorragies. Et nous continuions. Et les légionnaires de derrière avançaient et finissaient le travail. Donc une personne, bien sûr, avec un tendon sectionné ne peut pas se redresser, n'est plus combatif. On fait ce qu'on appelle du combat de ligne. Donc il n'y a pas de place pour une chorégraphie particulière. On sait à peu près quand ils vont charger, quand il faut se retirer, mais c'est tout en fait. À part ça, c'est très très spontané. Il peut avoir des épées, des haches, des lances en face. Et c'est vraiment à nous de réagir sur le moment et à nos réflexes.
La musique est un peu à part, parce que autant pour tout le reste, ce soit les costumes, les combats, les mouvements de troupes, l'histoire, c'est vraiment historique. Il y a un vrai travail de reconstitution historique. Autant pour la musique, dès le début de cette aventure, il y a une dizaine d'années, on est parti du principe que la musique allait donner un peu le souffle épique, allait donner la puissance au spectacle, en s'éloignant justement de l'aspect purement historique. Falco, que fais-tu ici, à Rome? Je dois parler à l'empereur. C'est très grave. Suis-moi. Alors déjà, il y a une raison assez simple, c'est qu'on a peu d'informations sur la musique romaine. Les Romains pratiquaient, pour ainsi dire, peu la musique, ou en tout cas, s'ils le faisaient, on n'a pas beaucoup de sources à ce sujet. On a plus de sources sur les Grecs, par exemple, que sur les Romains. Et les quelques informations qu'on a, ça fait quand même quelque chose d'un peu aride. Et s'il fallait faire 2 heures de spectacle avec une musique en prenant des instruments d'époque qui sont fabriqués comme à l'époque, avec des règles musicales, le solfège de l'époque, on arriverait peut-être à quelque chose d'un peu difficile à faire écouter et qui ne mettrait pas en valeur le spectacle. Donc l'idée dès le début, ça a été de faire un peu comme un film en fait. Donc de partir sur une base orchestrale pour donner un peu le souffle à tout ça. Et en fonction des thématiques de chaque spectacle, d'essayer d'y inclure quelques instruments plus ethniques, voilà, pour donner un peu le sel de la thématique de l'année. Patres! J'ai entendu vos avis, vos réserves, et j'ai décidé. Nous allons punir ces barbares! Toutefois, je tiens à gouverner avec prudence. Il n'appartient pas à Rome de conquérir l'ensemble du monde. Nous allons donc construire un mur face à la Calédonie. Il protégera la province de Bretagne. Ce mur portera mon nom. Le mur d'Adrien. Et donc cette thématique qu'on entend là, c'est celle des Pictes, une des thématiques des Pictes. Et donc je fais jouer à l'intérieur du Sénat pour montrer qu'en fait il parle des Pictes. Voilà. Donc derrière on retrouve un peu des sonorités un peu graves. Et là je fais intervenir ici des cuivres qui sont dans l'imaginaire collectif lié à la romanité. Voilà, voilà, c'est avec les péplums américains qu'on fait un parallèle entre Rome et les cuivres. L'idée des Déis, c'est de faire vraiment une semaine romaine. C'est de faire de Nîmes la capitale de l'histoire romaine vivante. Et là, on peut tout à fait, je veux dire, postuler à ce titre-là. Parce qu'il y a le spectacle des arènes, on peut dire que c'est un peu la locomotive, mais il y a de très nombreuses animations qui sont organisées soit par les Déis ou par la municipalité de Nîmes, un peu partout dans la ville. La ville devient romaine, et un élément fort qui a été donc mis en place cette année, là aussi par les équipes de Yann Guerrero, c'est le fort romain qui est tout à côté des Jardins de la Fontaine, dans ce qu'on appelle le Bosquet, tout près du canal, donc c'est un endroit très, très beau, très ombragé. Et l'idée, c'est de faire donc là un fort romain avec 2 ou 3 troupes de reconstitution qui sont différentes de celles du spectacle, qui sont vraiment dédiées à la didactique et qui accueillent le public dans ce lieu particulier, éphémère, mais qu'on pourra revoir certainement d'année en année. Alors il y a plusieurs types d'animations, il y a un atelier arboristerie,
Il y a un atelier par exemple qui retrace les grandes batailles. Donc c'est une carte avec des figurines où on explique comment se sont déroulées les grandes batailles de l'Antiquité. Il y a un atelier côte de maille, il y a un atelier forge, il y a un atelier fabrication du pain. On a reçu du coup de la part de l'EDIS un jeu de cartes pour les enfants, les 7 familles. C'était les 7 familles et du coup c'était 7 familles romaines. Et l'idée c'était de faire venir les familles, les enfants, les grands-parents pour récupérer une carte qui leur manquait. Ils devaient compléter un jeu complet et l'idée c'était qu'ils circulent dans les différents commerces de la ville de Nîmes pour reconstituer ce jeu. Le banquet il a lieu à la Nymphée, juste à côté, dans les jardins de la Fontaine. Il s'agit de faire goûter au public, c'est une expérience culinaire, des produits qui ressemblent un petit peu à ce qui se faisait à l'époque. Alors c'est pas exactement ce qui se faisait à l'époque, parce que ça ne correspondrait pas à nos goûts contemporains, mais c'est inspiré d'eux, avec des explications pour le bonheur et le côté didactique de ce public. On a la volonté de mettre en valeur la Maison Carrée. La Maison Carrée qui est le temple romain le mieux conservé au monde, certainement. Et on a voulu faire justement une cérémonie militaire. C'est-à-dire qu'on va faire un défilé donc, en ville, nocturne, au flambeau, avec évidemment tous les costumes des légionnaires, des barbares, des cavaliers, etc. Cérémonie militaire qui va montrer en même temps au public toute la palette de puissance de l'empereur. C'est-à-dire que l'empereur sera présent et on va donc faire élever au grade supérieur certains légionnaires, expliquer leur rôle dans l'armée, mais pas seulement, on va aussi accorder la citoyenneté par volonté propre de l'empereur. Ça c'est quelque chose de purement spécifique et propre à l'empereur. Et on va aussi remettre une retraite, c'est-à-dire une honesta mission à un légionnaire qui aura fait ses 25 ans de service. On va donc montrer au public tout le panel possible d'action sur les légionnaires. Que les dieux te prennent à leur bienveillante protection. Quant à moi, pour remercier Jupiter, très bon, très grand, et Némos, le protecteur de Nîmes, je ferai construire une basilique en l'honneur de la plus vénérable des Nîmoises, ma mère adoptive, l'impératrice Plotine. Et je donnerai des jeux. Ainsi ai-je parlé, Jupiter m'en est témoin. Alors, rappelez-vous que pendant la visite, il faut absolument rester avec nous, car ce n'est pas une visite classique. Je ne peux pas vous laisser déambuler avec Hadès tout seul dans l'amphithéâtre, ça pourrait être dangereux. Donc vous restez les 45 minutes de la visite avec moi, et on ressortira pour les survivants ensemble, d'accord? Rappelez-vous que c'est l'amphithéâtre de Némausus, la grande cité. Notre empereur Adrien est actuellement ici. Et il participe au spectacle. Imaginez qu'en 122 après Jésus-Christ, on venait à peine de terminer cet énorme bâtiment. Les historiens de Nîmes se sont donnés à fond pour arriver à trouver tout ce qui pouvait être fait à cette époque, pourquoi pas, dans les arènes de Nîmes, mais également dans toute la ville de Nîmes. C'est un spectacle que je vais voir chaque année depuis des années, que j'aime énormément, donc c'est un vrai bonheur d'y participer cette année. Le cœur de tout le monde bat à l'unisson à ce moment-là et c'est génial parce que ça se rapproche du rôle premier en fait de ce lieu, le spectacle et la communion. Et c'est vraiment à faire. Donc je pense que ça va être un spectacle, l'un des spectacles les plus beaux que j'ai jamais assisté, et évidemment que les gens n'auront jamais vu, je pense. Et je pèse mes mots parce que voilà, vu la beauté des décors, le travail acharné et tout ça, je pense que, et puis la belle équipe qu'on est, à mon avis ça risque d'être la plus belle édition qu'on ait jamais faite. Ça fait 15 ans que je fais ce métier-là, j'ai jamais travaillé dans des conditions aussi tranquilles en fait. Voilà. Je suis moi très heureux de participer à cet événement
qui réunit des forces vives, mais surtout des passionnés venant de toute l'Europe, qui sont maintenant véritablement une famille. On prend plaisir à se retrouver, les Italiens, les Allemands, les Suisses, les Français du Nord, les Français du Sud. C'est un réel plaisir. Et c'est surtout, ce qu'il y a de bien, c'est que les bénévoles, parce que 90% des gens de ce spectacle sont des amateurs, qui sont dans des associations, ce sont donc des bénévoles, ils prennent sur leur temps de famille, ils prennent sur leur temps de travail pour venir ici. Eh bien cela, il y a eu une fusion avec les professionnels. Il n'y a pas deux mondes à part. C'est devenu le même monde pour un seul objectif, le spectacle. On peut remercier justement Edeis d'avoir réussi ce pari, de pouvoir créer ce spectacle complètement nouveau, original, dans les arènes de Nîmes et de servir de cette manière les monuments de Nîmes et la ville de Nîmes elle-même. Je voulais juste remercier toute l'équipe de Adrien, la guerre des Pictes, qui nous ont fait confiance de A à Z. On n'a plus de moyens, on est désolé, on nous vire.